Imbert, vous recevez ce matin Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Maya Loquet le disait, vous êtes président du groupe Les Démocrates, un groupe clé à l'Assemblée nationale avec ses 36 députés, mais vous êtes aussi, les téléspectateurs s'en souviennent, celui qui a été ministre de l'Agriculture pendant 2 ans et demi, à l'époque où il y avait d'autres crises, et on en connaît une aujourd'hui, on le voyait dans le journal de 8 heures. Est-ce que vous approuvez la méthode de celle qui vous a succédé, Annie Genevard, dans cette crise de la dermatose nodulaire, c'est-à-dire oui, il faut vacciner, mais il ne faut pas renoncer à la procédure actuelle, c'est-à-dire l'abattage des troupeaux quand il y a un cas? Mais malheureusement, c'est la combinaison des deux qui nous permettra d'éradiquer cette maladie. C'est une maladie qui peut tuer 5 à 10% des animaux. 5 à 10%, il y a 17 millions de bovins en France. Ça fait entre 800, 900 000 et 1,7 million de bovins qui pourraient mourir si nous n'arrivons pas à endiguer cette maladie. C'est une maladie qui est transportée par des moucherons ou des moustiques, enfin, ce qu'on appelle une maladie vectorielle. Donc la vaccination est un élément, mais l'abattage, malheureusement, parfois s'impose. Alors c'est très difficile parce que l'abattage, c'est pas une question d'indemnisation principalement, c'est une question de drames humains qui sont vécus à chaque fois. Il y a 3000 bovins. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ces éleveurs qui sont désespérés, qui sont en colère il faut essayer de leur expliquer. On a eu ça sur la fièvre afteuse il y a des dizaines d'années, ou il y a quelques années, qui avait décimé l'ensemble des troupeaux, et au fond... avec cette mesure qui est sacrificielle pour ces éleveurs-là, en fait, on protège l'ensemble des autres éleveurs qui sont autour de soi. Mais l'explication, elle ne passe pas. Non, mais c'est pour ça qu'il faut... Je pense qu'on a un sujet permanent désormais sur ces mesures-là, c'est qu'il faut accepter d'être challengés sur la mesure qu'on prend. C'est-à-dire que des gens puissent dire « je ne suis pas d'accord, il faut que vous m'expliquiez. Il faut que vous me disiez qu'est-ce que ça fait de mieux que si nous n'abattions pas. » Et je pense qu'on a, nous tous, pas seulement la ministre, nous tous, élus, responsables, scientifiques. Et je pense aux vétérinaires qui sont au front là depuis des semaines. On les entendait dans le journal de 8 heures. La pédagogie a été insuffisante, vous pensez? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on est dans un moment où à chaque fois, on l'a vu sur d'autres sujets de santé publique ou de science, on a besoin d'expliquer et de ne pas penser que nous viendrions imposer la science ou imposer la décision, mais il faut essayer de la faire partager. Mais si on le fait, c'est parce qu'on pense et on sait que c'est la meilleure voie pour éradiquer cette maladie. Parce que pour les éleveurs, ce qu'il faut, c'est éradiquer la maladie. Et il y a un autre motif de colère. Le monde agricole qui gronde, c'est, vous le savez, la signature de ce traité Mercosur qui est prévu samedi. Alors, a priori, tout le monde pousse dans le même sens aujourd'hui en France, puisque les autorités, Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron, disent qu'il ne faut pas signer samedi. Mais pour l'instant, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et ces pays d'Amérique du Sud, il va être signé. Mais la vérité oblige à dire que si le président de la République n'avait pas pesé de tout son poids depuis des années, le Mercosur serait signé non pas depuis samedi, il serait signé depuis 3 ans. Ouais. Et c'est la position française qui a essayé de se chercher des alliés qui a permis d'éviter que ce soit signé. On a reculé l'échéance, mais elle est toujours pourquoi ? là. Parce que la décision, c'est une décision à 27. Donc le sujet, c'est pas d'avoir raison tout seul, c'est d'avoir raison avec d'autres. Et donc d'embarquer, si vous me permettez cette expression, une autre majorité, ou une minorité de blocage. Une partie des pays de l'Est, les Italiens, il fut un temps. Et donc on a besoin de conforter ça et de dire, le président de la République, les autorités françaises, le Premier ministre, la ministre de l'Agriculture, ont dit depuis le début, il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans cet accord, on a besoin d'avoir des clauses de sauvegarde. Et aujourd'hui, elles n'y sont pas, et donc on s'y oppose. Et donc, à date, ce que je comprends de la discussion, c'est qu'un certain nombre d'autres pays que la France sont en train de peser pour dire, l'Italie sans doute, et d'autres pays à l'Est pour dire, en l'état, ça n'est pas signable, et donc vous reportez la décision de signature. Vous pronostiquez qu'il n'y aura pas de signature? Je ne suis pas pronostiqué, en tout cas, je sais que la France pèse de tout son poids, et que le président de la République pèse de tout son poids. Après, ce sont des décisions à 27. Donc croire que 1 contre 26 ça marche, non, il faut trouver des alliés. C'est facile à dire sur un plateau, c'est pas facile à faire parfois dans les enceintes européennes. Vous voyez bien qu'il y a des intérêts contradictoires. Marc Fesneau, on revient à votre casquette actuelle, si j'ose dire, celle du président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale, donc 36 députés. Vous avez vu le Premier ministre hier. J'ai une question simple. Pensez-vous que la France, les Français, le pays aura un budget avant la fin de l'année, puisque c'est l'objectif, et que pour l'instant, ça c'est bien passé, ça s'est bien terminé pour la sécurité sociale, mais le PLF, comme on dit, le projet de loi de finances, il est au point mort. Alors d'abord, pour vous dire que, pour essayer d'être précis, pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y aura un vote, mais qui devrait confirmer. Mais il faut qu'il le confirme. Enfin, vous pensez qu'il y a un risque? Il y a toujours un risque, parce que vous voyez bien les pressions qui sont faites, je pense sur le côté gauche par LFI à un certain nombre de députés, de menaces, y compris sur les processus électoraux. C'est important ce que vous dites. Il y a des députés socialistes qui pourraient renier. Mais en tout cas, ceux qui se sont abstenus de mardi dernier. C'est pas renier. Je n'ai pas un jugement de valeur. Je dis je vois bien les pressions qui s'exercent.
Et donc, d'abord, assurer ce vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça, c'est cet après-midi. Deuxième élément, de projet de loi de finances. Budget de l'État, on va dire. Vers quoi on se dirige pour que les téléspectateurs L'idée, comprennent. c'est qu'on essaie de trouver par le même chemin et le même processus une voie de compromis. Il faut qu'on trouve une balance. Premier élément, moins de 5% de déficit pour nous. On ne peut pas aller au-delà, parce que là, on met en risque les Français par rapport à la dette et au déficit. Deuxième élément, il faut qu'on trouve un équilibre assez savant entre des dépenses et des recettes qui permettent d'avoir un déficit qui se réduit. Et c'est là-dessus qu'on a un travail à faire. Je pense que, je le dis à tous ceux qui, y compris, ne sont pas dans la majorité et le socle, il faut qu'on fasse un effort sur la réduction des dépenses. Croire que c'est la facilité qui nous fera sortir du gouffre, ce serait une erreur. Vous y croyez, vous connaissez Je la pense politique qu'il y a depuis une voie. longtemps. Les socialistes, pour revenir à eux, réclament 10 milliards de dépenses supplémentaires, tandis que la droite, qui est majoritaire au Sénat et qui vient, elle, de voter cette copie, dit par exemple qu'il ne faut pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Comment on trouve un compromis entre ces deux malheureusement, je trouve que d'ailleurs, positions la mouture du Sénat, on est à 5,3 ou 5,4 de déficit. Donc même au Sénat, on n'a pas fait l'effort et on est trop loin. Donc il faut que chacun fasse des efforts. On ne peut pas dire dépense, dépense, dépense. Et on va chercher des recettes en permanence dans la poche des Français. Alors vous l'avez déjà dit, vous voudriez qu'il y ait un article 49.3, celui-là même que Sébastien Lecornu a décidé d'écarter, pour finalement solutionner ce problème du budget. Vous voyez bien que Pourquoi le budget, il est orphelin. Oui. De père et de mère, si je peux dire les choses ainsi. C'est-à-dire que personne ne veut l'assumer. Si personne ne veut l'assumer, il faut bien que quelqu'un l'assume. Et à ce moment-là, le 49.3 s'impose, non pas pour imposer à une majorité, c'est pas un 49.3 contre les uns ou contre les autres, mais pour dire les uns veulent ci, les autres veulent ça, et personne ne veut changer de ces lignes rouges. Et donc à partir du 49.3, on peut trouver un compromis. Mais Marc Fesneau, vos électeurs, ça, c'est dans les mains du Premier ministre. Vous êtes député du Loir-et-Cher, ils le comprennent, ça, que vous défendiez ce 49.3 qui était la pire des choses pendant 2 ans, lorsque Elisabeth Borne l'appliquait. Parce qu'il faut revenir aux fondamentaux du 49.3. Le 49.3, c'est... Là aussi, alors il faut faire de la pédagogie, parce que le 49.3, il n'a pas de pédagogie. Je pense que dans le Loir-et-Cher, comme dans tous les départements de France, ce que les Français veulent, c'est un budget. Ouais. Deuxième élément, c'est pas n'importe quel budget. C'est pas de la dépense n'importe comment et c'est pas de la recette n'importe comment. C'est ça ce que veulent les Français. Et au fond, ce qu'ils nous disent, c'est entendez-vous. Alors, si on n'est pas capable de s'entendre, moi, je préfère qu'on s'entende. Certains disent, il vaut mieux dissoudre. Par exemple, les électeurs du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on fait des élections dans 6 semaines, qu'on n'a pas de budget jusqu'au mois de mars, avril, en plein milieu des municipales, et que donc on va reporter encore le budget, et que pendant ce temps-là, la France est à l'arrêt. Pas de croissance, pas d'emploi. Et vous voyez les drames que ça peut procurer. Donc la facilité, c'est aussi ça. C'est de dire, il n'y a qu'à dissoudre parce qu'on n'a pas de solution. La solution, elle est dans les mains des parlementaires. C'est ce que je dis. Et de Sébastien Lecornu, qui avait dit jamais de 49.3. Oui, il faut qu'il mange son chapeau. Non, c'est pour ça que je dis, si nous pouvons nous entendre sans recourir à cette voie-là, faisons-le. Mais si on n'y arrive pas à s'entendre et que je vois que les lignes rouges n'arrivent pas à être dépassées, à ce moment-là, ça s'imposera. Une dernière question, Marc Fesneau. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de François Bayrou, votre ami, l'ancien Premier ministre, dont on a appris hier qu'il avait été hospitalisé à la suite d'une mauvaise grippe? Il lui est arrivé ce qui arrive à un certain nombre de Français, c'est-à-dire une grippe qui finit par s'amplifier, si je peux dire, et qui nécessite d'avoir une surveillance en milieu hospitalier. Il va bien, il va mieux. Vous l'avez eu au téléphone ? On a échangé, il va mieux, et je suis sûr qu'il va retrouver les voies de la convalescence. Il y a une petite convalescence, que vous savez, quand vous avez une grippe, ceux qui l'ont vécu le savent. Ouais. Quand on a une grippe qui est très forte, comme ça, il y a un petit temps pour se remettre. Nouvelles rassurantes. En tout cas, il va mieux, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Merci beaucoup, Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Agriculture. C'est la suite de Télématin. Merci. Merci à tous les deux. Merci Isabelle.